Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour ce deuxième webinaire. Je vous informe que ce webinaire d'aujourd'hui va être filmé et sera sur le site pendant 120 jours. Je pourrai donc revenir sur tel ou tel aspect qui vous intéresse ou que vous voulez revoir. Alors, nous avons 7 décisions aujourd'hui et qui sont accompagnées, vous l'avez vu, de brèves que je ne commenterai pas, qui ne sont pas destinées à être commentées, mais simplement à votre information. Ce serait d'ailleurs bien que vous nous fassiez savoir si ce système de brèves, qui demande évidemment un peu plus de travail, vous intéresse, si vous est utile, ou si au contraire, ça n'a pas grande utilité pour vous, de manière à ce qu'on puisse ajuster pour les prochaines séances. Prochaine séance, qui d'ailleurs, je vous le dis dès maintenant, aura lieu le 4 juillet, au terme donc du deuxième trimestre de l'année 2025. Le premier arrêt est relatif à la fameuse théorie du bloc de compétences. Dans le souci de simplifier la vie du justiciable et de ses avocats, le Conseil d'État et la Cour de cassation ont élaboré une théorie qu'on appelle bloc de compétences, qui consiste à décider que tout ce qui tourne autour d'un certain domaine relèvera soit du juge administratif, soit du juge judiciaire. En ce qui concerne le juge administratif, par exemple, le bloc de compétences en sa faveur est organisé autour des travaux publics. Tout ce qui est travaux publics tombe dans l'escarcelle du juge administratif. Et parmi ces blocs, car il y en a plusieurs, il a été décidé que les rapports entre les usagers d'un service public, lorsque celui-ci a la qualité de service public à caractère industriel et commercial, de SPIC, comme on dit, eh bien, les rapports entre les usagers du SPIC et le SPIC lui-même constituent un bloc de compétences, ces rapports relevant, enfin le contentieux de ces rapports relevant de la compétence du juge judiciaire. L'affaire que je vous propose de commenter est originale. On pourrait dire que le rapport entre les usagers d'un SPIC et le SPIC relève du juge administratif, même lorsque ce SPIC est un service public administratif. Ça peut paraître un peu provocateur, mais c'est un peu ce que dit cette décision du 7 février 2025, M. B. Alors, M. B est propriétaire d'un immeuble qui est à la fois à usage d'habitation et de commerce, et il se plaint de préjudice que subit son immeuble du fait de la fuite, pense-t-il, d'une canalisation d'eau qui passe sous la voie publique et qui est une canalisation qui relève de la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale, un EPCI. Il faut savoir, parce que c'est le nœud de la difficulté, que ce réseau est un réseau unitaire. Je veux dire par là que s'écoulent par ce réseau les eaux usées en vue de leur assainissement et les eaux pluviales. Et le fait que ce soit une canalisation unitaire ne nous paraît pas surprenant, mais ça pose un problème juridique parce que la nature juridique du recueillement des eaux usées n'est pas la même que celui du recueil des eaux de pluie. Alors, il a demandé au juge administratif l'indemnisation, bien sûr, de préjudice qu'il estime avoir subi. Et il fait d'abord un recours en référé provision et demande une provision à valoir sur le montant total du préjudice qu'il entend faire évaluer. Et le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif d'ordre public, donc soulevé d'office au motif d'ordre public de l'incompétence de la juridiction administrative. Cette ordonnance a été confirmée en appel pour le même motif. M. B se pourvoit donc en cassation de l'arrêt d'appel, de l'ordonnance d'appel. Alors, il faut savoir que cette ordonnance d'appel disait à peu près ceci: il n'y a pas lieu pour déterminer la juridiction compétente en l'espèce de tenir compte de la qualité d'usager ou de celle de tiers
de la victime par rapport à ce réseau d'évacuation des eaux. Évidemment, cette solution était une erreur de droit flagrante, puisque précisément la distinction de l'usager et du tiers aboutit à ce que si l'usager relève du juge judiciaire, le tiers relève, lui, du juge administratif. Et de plus, il y avait une seconde difficulté. Alors, il faut que je cite les textes, parce que sinon, d'une part, on a une disposition du Code général des collectivités territoriales, le L 2224-11, qui dit ceci: les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. Attention, gérer comme, ça ne veut pas dire qu'ils ont la nature d'eux. Ainsi, quand le Code général des impôts dit qu'une redevance est perçue comme en matière d'impôt, elle ne dit pas que cette redevance est un impôt juridiquement. Et à côté de ça, nous avons l'article 2226-1 du Code général des collectivités territoriales qui dit la gestion des eaux pluviales. Donc tout à l'heure, c'était l'assainissement, autrement dit les eaux usées. La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. Or, vous l'avez entendu, j'ai insisté tout à l'heure dans la description des faits sur ce point, on est en présence d'un réseau unitaire, c'est-à-dire que passent à travers les mêmes tuyaux, les mêmes canalisations, et les eaux usées en vue de leur traitement, et les eaux pluviales. Donc, des eaux usées dont vous l'avez entendu, la gestion se fait comme en matière de SPIC, et des eaux pluviales qui, elles, sont purement et simplement un service public administratif. Et la question se posait donc de savoir si la théorie du bloc des compétences usager SPIC pouvait s'appliquer alors que nous sommes en présence, en fait, d'une canalisation à double vocation, dont l'une est un SPA, un service public administratif, expressément qualifié comme tel par la loi. On l'a entendu, c'est le 2226-1 du Code général des collectivités territoriales. Le Conseil d'État ne s'est pas arrêté à cette complexité et à ce problème, et il décide que, je le cite, eu égard au rapport de droit privé, on dit bien de droit privé, qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, le litige relatif au rapport entre ce service et ses usagers relève de la compétence de la juridiction judiciaire, inappartient, etc. Et il ajoute, peu important que la cause du dommage réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics. Cette formulation, d'ailleurs, sur laquelle je viens d'insister, peu important, etc., est reprise d'une décision du tribunal des conflits du 4 décembre 2023, M. Gall, qui dit la même chose. Alors, que penser de cette solution? Évidemment, un puriste pourrait dire, mais enfin, c'est quand même curieux. On a d'un côté des eaux d'assainissement qui ne sont peut-être pas forcément un SPIC, puisqu'on dit simplement qu'elles sont gérées comme un SPIC, et nous avons des eaux pluviales dont on sait qu'elles sont un SPA. Et comment se fait-il qu'on applique la théorie des blocs de compétences? Il faut repartir à l'origine de l'institution, de la création du bloc de compétences. Le bloc de compétences, c'est pour simplifier la vie du pauvre monde, des victimes comme de leurs avocats et des juges. Donc l'idée est qu'il y a SPIC, donc si on a un litige entre ce SPIC et cet usager, il doit relever du juge judiciaire. Peu important, d'une part, comme c'est le cas ici, que la canalisation en cause contienne aussi, si je puis dire, transporte aussi des eaux qui constituent un service public administratif, et peu important également, deuxième élément important, repris de la décision du tribunal des conflits précité de 2023, qu'il s'agisse d'un vice de conception de l'ouvrage, d'un dommage de travaux publics, etc., toute matière qui normalement relève de la compétence du juge administratif. Donc, un souci de simplification à outrance qui va jusqu'à faire écarter le caractère de service public administratif et
la prévalence en principe en matière juridique de l'aspect travaux publics. Vous remarquerez d'ailleurs le paradoxe de cette théorie des blocs de compétences qui, destinée à simplifier, provoque à son tour un contentieux. Voilà ce qu'on peut dire sur cette affaire de M. B de février 2025. La deuxième affaire, c'est pour vous un terrain de connaissance, parce que j'avais déjà abordé cette question la dernière fois, c'est celle du droit de se taire. En effet, le Conseil d'État a rendu à nouveau un arrêt, et même plusieurs sur ce point. Celui que je commente est un arrêt du 7 février 2025, M. A, qui porte le numéro 492-409. Je l'avais relevé la fois précédente, et je le répète aujourd'hui, le Conseil d'État, à la suite de décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme, a enfourché, si je puis dire, la défense et illustration du droit de se taire. C'est devenu une offensive tous azimuts, ainsi que le montrent, dans l'envoi qu'on vous a fait, les 6 références que j'avais jointes, et qui traitent de la même question, pour le même premier trimestre de l'année 2025, auquel d'ailleurs il faudrait rajouter 2 autres décisions qui vont encore dans le même sens, et qui concernent l'ordre des pharmaciens. Donc, poursuivant son offensive en faveur de la généralisation du droit de se taire, le Conseil d'État, dans la présente affaire, renvoie au Conseil constitutionnel, mais il connaît déjà la réponse, la QPC, fondée sur la possible violation de ce droit par les dispositions du Code de la Défense, dispositions qui ne prévoient pas que la notification de leur droit de se taire aux militaires qui font l'objet d'une procédure disciplinaire. Désormais donc, il est clair que le droit de se taire s'applique non seulement, mais ça on le savait, aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction, sous-entendu même administrative, ayant le caractère d'une punition. Toutefois, le juge met au moins une limite à l'exercice de ce droit, lorsque l'intéressé n'a pas été avisé du droit qu'il avait de se taire. Il doit en effet établir qu'il n'a pas été avisé du droit de se taire et que la décision qui a été prise à son égard résulte directement et de manière déterminante des propos qu'il a tenus au cours de la procédure. D'où il suit que si il était établi que en dépit de l'absence d'exercice du droit de se taire, la décision eût été la même, il n'y a pas lieu à ce moment-là à annulation, et on retrouve le réalisme traditionnel des juges administratifs. Par ailleurs, il est désormais établi que le droit de se taire est un principe général du droit, au moins devant les juridictions administratives, parce que dans une décision du 10 mars 2025, le Conseil d'État a écrit que ce principe du droit de se taire, je le cite, est applicable même sans texte devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif. L'indice terminologique même sans texte est repris de l'arrêt d'Am Lamotte du 7 février 1950 et c'est l'indice qu'on est en présence d'un principe général du droit. Ça n'est pas dit, mais je pense que ce droit de se taire, l'exception, si vous voulez, du droit de se taire, ne me paraît pas constituer un moyen d'ordre public, parce que ça me paraît l'exercice même d'un droit subjectif, et on voit mal un droit subjectif concerner l'ordre public, sauf de rares exceptions. Ainsi donc, par exemple, ce droit peut être désormais invoqué par les élèves ou les étudiants d'un établissement public ou privé d'enseignement faisant l'objet de poursuites disciplinaires devant un conseil de discipline. Reste alors à savoir si le droit de se taire s'applique devant les commissions parlementaires ou devant la Haute Cour de justice. Je pense que la réponse
probablement positive devant la Haute Cour de justice, qui est une juridiction pénale, répressive. En revanche, devant les commissions parlementaires, ça ne me paraît pas possible, commission parlementaire d'enquête, bien évidemment, puisque le code pénal fait obligation de répondre aux questions d'une commission parlementaire d'enquête. Donc, on voit mal comment on pourrait à la fois être obligé de répondre et pouvoir se taire. Voilà pour cette décision. Donc, je vous ai mis une série d'autres décisions qui vont dans le même sens, et j'ajoute que le Conseil d'État, outre l'arrêt du 10 mars qui a été joint ici, s'est prononcé le 10 mars par deux autres décisions, concernant l'une, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens en formation disciplinaire, et l'autre, le Conseil régional d'Île-de-France de l'ordre des pharmaciens en formation disciplinaire, qui répète la même formulation sur le droit de se taire. Troisième affaire, c'est à propos de la combinaison. C'est pas nouveau, mais c'est plus précis que ce qu'on savait jusqu'à présent. C'est la combinaison dans une situation donnée de l'obligation pour une personne qui désire agir en justice de former un rapport, un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le juge, et qui veut, en raison de l'urgence, user du droit de former un référé suspension. Comment combiner les deux, l'urgence et l'obligation du recours préalable? C'est l'objet d'une décision ministre de l'Intérieur du 7 février 2025 de revenir sur cette importante question. Alors, en l'espèce, il s'agit de ressortissants iraniens et canadiens qui ont sollicité pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, auprès des autorités consulaires françaises à Montréal, au Canada donc, la délivrance de visas d'entrée en France de long séjour avec la mention passeport talent, pour les personnes d'un certain niveau intellectuel ou technique qui apportent à la France la richesse de leur savoir ou de leur savoir-faire. Et pourquoi? Parce qu'ils ont été invités à venir enseigner les uns les autres, respectivement, à l'université de Picardie et à l'école supérieure de commerce d'Amiens. Ces visas leur ont été refusés. Dans ce cas, la personne qui se veut refuser un visa doit saisir, avant de saisir le juge, de manière obligatoire, doit saisir préalablement la commission de recours contre le refus de visa d'entrée, une commission particulière, administrativo-juridictionnelle en réalité. Et le même jour, donc, les requérants font ce rapport, ce recours préalable obligatoire devant la commission des recours de refus des visas, et en même temps forment un référé suspension devant le juge administratif, sans attendre évidemment le résultat du recours sur le rapport. Sur ce point, la cause était entendue. Le Conseil d'État a à plusieurs reprises déjà dit que lorsqu'on était en présence d'une obligation de recours préalable et qu'on prétendait être dans une situation d'urgence, il était possible de former en même temps et parallèlement d'un côté le rapport et de l'autre le référé suspension. Ça, c'est ce que rappelle d'abord en premier lieu la présente décision. La question nouvelle, mais qui est appelée une réponse de bon sens, qui est celle qui est donnée par le juge, était la suivante. Le ministre de l'Intérieur a attaqué la décision qui avait suspendu le refus de visa dans l'attente de la décision de la Commission. Et avant que le Conseil d'État ne statue, la Commission de recours des refus de visa a rejeté le recours préalable concernant le refus de visa. Donc, le Conseil d'État se trouvait pour la première fois dans une situation originale résultant de la combinaison du recours préalable obligatoire et du référé suspension. Et le Conseil d'État précise ici, ce qui me paraît la logique même, que la mesure qu'ordonne le juge des référés
de suspension donc de la décision administrative vaut au plus tard jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Alors ici, j'ouvre une parenthèse importante qui vaut pas que pour ce domaine, mais en tout domaine, lorsque on se trouve en présence d'une décision administrative que l'on estime contestable et que l'on forme un recours préalable administratif et non pas juridictionnel contre cette décision administrative, la seconde décision, celle qui est prise dans ce recours administratif, c'est pareil en matière par exemple d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, la seconde décision se substitue entièrement à la première. Il est donc impossible d'articuler contre la seconde décision quelque grief que ce soit qui était même fondé, dirigé contre la première décision. Elle se substitue entièrement. Donc, nous dit le Conseil d'État, très, très logiquement dans la lignée de cette jurisprudence, le ministre de l'Intérieur ne pouvait pas contester devant le Conseil d'État l'ordonnance du premier juge, puisque, en réalité, entre-temps, était apparue, sortie, prise, la décision de rejet par la commission de recours. Et donc, par conséquent, le recours du ministre de l'Intérieur a été jugé irrecevable. Nous abordons maintenant une quatrième décision, changement de décor, si je puis dire, complet, c'est le refus de titulariser un agent public à l'issue de la période de stage pour des faits antérieurs à cette période de stage. Alors, c'est une question classique, très fréquente en matière de fonction publique. Vous imaginez que chaque année, il existe en France plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de stagiaires. Donc voilà une fonctionnaire stagiaire qui postule pour l'emploi de chargé de recherche au CNRS, au Centre national de la recherche scientifique. D'où cette décision du 12 février 2025, CNRS, donc, que je commente. Cette dame s'est vue refuser sa titularisation à l'issue de sa période de stage au motif qu'elle avait, antérieurement à la période de stage, commis des graves manquements déontologiques à ses obligations professionnelles dans la citation des sources de ces articles scientifiques. Autrement dit, tantôt elle n'avait pas correctement attribué la bonne source au bon résultat, tantôt elle l'avait escamoté, tantôt elle l'avait trafiqué. Et la stagiaire, donc, n'a pas été titularisée et a été licenciée. Le débat, une fois de plus, se portait sur le point de savoir si, à l'issue d'un stage, il est possible de tenir compte de comportements antérieurs à la période de stage pour refuser une titularisation dans la fonction publique. En effet, dans une première vue, on pourrait dire, attendez, le stage, c'est une période pour vérifier si la personne a les capacités, l'aptitude, etc., de remplir les fonctions. Si, durant ce stage RAS, il n'y a rien à signaler, eh bien, elle doit être titularisée, puisqu'elle a rempli ses obligations, son contrat, si l'on peut dire. Or, le Conseil d'État tient ici à bien préciser les choses et va faire du stage non pas l'élément déterminant de la décision de titularisation, ou pas, de refus de titularisation, mais l'un des éléments de la décision. Et il s'exprime de la manière suivante, et c'est très important de bien restituer sa pensée, je le cite, l'agent public stagiaire, donc, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Hein, deux termes sont très importants, provisoire parce qu'effectivement, on ne sait pas s'il sera titularisé, et probatoire parce qu'il doit faire ses preuves. Mais, ajoute le Conseil d'État, la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé,
ça on l'avait compris, et, ajoute le juge, et de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de la personne. Alors, je n'insiste pas parce que ça a une autre portée que celle qu'on a ici, mais la catégorie juridique des mesures prises en considération de la personne est une catégorie très très spécifique, notamment pour l'exercice des droits de la défense. Lorsque une décision n'est pas soumise au respect des droits de la défense, elle l'est lorsqu'elle est prise en considération de la personne. C'est une catégorie particulière. Donc, ce que veut dire le Conseil d'État, c'est que pour savoir et pour déterminer si la personne peut exercer définitivement la fonction à laquelle elle postule, on doit porter un jugement global sur la personne. Donc, le stade est l'un des éléments d'appréciation, sans doute très important, mais il n'est pas le seul. Et le Conseil d'État dit, la seule circonstance qu'on se soit fondée sur des faits antérieurs au stage n'est pas de nature à rendre illégale la décision de refuser de le titulariser. Là, je rappelle que la décision, la jurisprudence est la même dans le cas de la révocation d'un fonctionnaire. Je dis bien la révocation, donc là on est en présence d'un fonctionnaire qui a été recruté, qui est titularisé, de la révocation donc d'un fonctionnaire à raison de faits antérieurs à sa nomination. Pour un exemple récent, 3 mai 2023, M. Ba, c'est son nom de famille, numéro 438-248, qui a d'ailleurs, la décision Ba a été publiée au Le Bon, page 767. Alors, que penser d'une telle solution? Que la personne qu'on va recruter pour 30 ou 40 ans, c'est à peu près ça, en général, la donnée, on a besoin d'en connaître, j'allais dire, les tours et les détours par rapport au métier qu'elle prétend exercer, paraît assez justifié, et que l'on veuille tenir compte et de ce que l'on voit et de ce que l'on n'a pas vu et qui était en dehors de ce qu'on avait à voir, ne me paraît pas trop critiquable. Toutefois, il me semble que dans l'exercice de son pouvoir de refus de titularisation, l'administration devrait être amenée, sous le contrôle du juge, à mon avis, à prendre en considération deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le degré de gravité des faits qui sont reprochés. Alors évidemment, en l'espèce, pour un chercheur, s'approprier des choses qu'il n'a pas faites ou faire dire à des gens des choses qu'ils n'ont pas dites, ça paraît évidemment limite. Et le deuxième paramètre, me semble-t-il, qu'il faut prendre en considération, c'est le temps qui s'est écoulé depuis. S'il est en présence de quelqu'un qui a fait ça il y a 10-12 ans et qui depuis n'a écrit que des choses qui sont de lui et de son cru, peut trouver peut-être un peu dur la décision de refuser la titularisation. Alors, puisque nous sommes dans la fonction publique, on va y rester. L'arrêt dont on va parler maintenant, qui est un arrêt donc, du 14 février 2025, M. B, concerne un agent auquel on refuse le droit de partir à la retraite au motif qu'est envisagé contre lui, même pas en cours, est envisagée une action disciplinaire. Alors, c'est un gardien de la paix qui a demandé à être admis à la retraite en application des règles de son statut, il avait l'ancienneté requise, enfin, etc. Et cela lui a été refusé par un arrêté préfectoral motivé par le fait qu'il était susceptible de faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Et le requérant se pourvoit en cassation du jugement qui a rejeté sa demande d'annulation du refus de partir à la retraite. Le Conseil d'État, qui est un peu embarrassé par le silence des textes, on déduit que aucun texte, ni aucun principe général ne permet à l'administration de rejeter
au motif qu'une procédure disciplinaire serait en cours ou envisagée, permet donc de rejeter la demande d'admission à la retraite d'un fonctionnaire de l'État qui remplit, bien sûr, les conditions requises pour obtenir la liquidation de sa pension de retraite. Alors, cette solution me paraît devoir être d'autant plus approuvée que l'admission à la retraite de l'intéressé n'empêcherait nullement que soit poursuivie ou ouverte une procédure disciplinaire, jusqu'à son terme et au prononcé éventuel d'une sanction. Il arrive même que des gens, bien après être partis à la retraite, fassent l'objet de procédures disciplinaires pour des faits qui mettent en cause le service. Toutefois, il faut être réaliste et, à mon sens, une difficulté peut se présenter dans le cas où précisément la sanction qui pourrait être infligée, la sanction disciplinaire, n'aurait de chance et n'aurait de possibilité d'exister qu'envers des agents encore en activité, puisque la retraite rompt le lien avec le service, définitivement. Or, il pourrait se faire que la personne qui demande à partir à la retraite le demande précisément pour échapper à l'éventuelle sanction disciplinaire, dont il sait qu'elle lui pend au-dessus de la tête comme une épée de Damoclès. Et là, lorsque la sanction disciplinaire, dans la liste des sanctions disciplinaires, est destinée à avoir un sort sur la situation professionnelle, il est évident qu'elle tombe à plat lorsque la personne est partie à la retraite. Et là, il y a peut-être une question à creuser, mais de toute façon, on ne pourrait pas invoquer contre l'agent public ce qu'on pourrait appeler un détournement de procédure. Vous n'avez demandé la retraite que parce que vous vouliez échapper à une sanction disciplinaire. Il y a un droit, il a les indemnités, il a cotisé ce qu'il a fallu, et c'est un droit qu'on ne peut pas lui retirer. Alors, nous allons maintenant aborder la matière des contrats marchés avec une décision du 25 février 2025, Société, Entreprise, Rénovation Génie Civil, ERGC. La commune de la Croix-Valmer, qui est sans doute l'une des communes les plus contentieuses de France, qu'on voit le plus souvent devant le juge administratif, sans doute parce qu'elle a des avocats particulièrement roches à l'égard de l'administration. La commune de la Croix-Valmer a confié un marché public de travaux portant sur la conception-réalisation d'un parc de stationnement aérien. Et ce marché a été confié à un groupement d'entreprises solidaires dont la société requérante, ERGC, est la mandataire. Le maire de la commune informe cette société, en sa qualité de mandataire, de la résiliation pour faute de ce marché au tort exclusif du groupement. La société qui a demandé en vain à la commune de lui verser une certaine somme en règlement du solde de décompte de résiliation et qui s'est heurté donc à un refus, saisit le tribunal administratif qui condamne la commune à verser la somme litigieuse à la société. Sur appel de la commune, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement. Elle a condamné, au contraire, la société, quand je dis la société, elle a condamné le mandataire du groupement, elle l'a condamné à verser à la commune une somme au titre du solde du décompte de résiliation du marché. Sur pourvoi de la société, le Conseil d'État en a admis les conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre la partie de l'arrêt annulant le jugement du tribunal administratif qui avait condamné la commune à verser une certaine somme au groupement. Je dis ça parce qu'il y a eu deux arrêts. Un premier arrêt d'admission du pourvoi où le Conseil d'État dit « oui, vous avez droit de vous pourvoir pour ce motif » et ensuite l'arrêt au fond que je suis en train de commenter. En réalité,
la Cour administrative d'appel avait adopté le raisonnement suivant, c'est un peu étrange. Elle avait dit ceci: la commune n'est pas tenue de payer au groupement solidaire d'entreprises le prix des prestations d'études que ce groupement avait réalisées avant la résiliation du contrat, parce que ces prestations avaient été privées d'utilité pour la commune, bien sûr, en raison de cette résiliation. Et dès lors que celle-ci avait été prononcée au tort exclusif du titulaire, ces travaux n'avaient pas droit à rémunération parce qu'ils ont été rendus inutiles par sa seule faute. Ce raisonnement est extrêmement surprenant, car la résiliation unilatérale pour faute d'un contrat administratif ne constitue la motivation de la résiliation, mais n'établit pas la preuve de la faute. Et la Cour aurait pu, même d'office, rechercher l'existence d'une faute de nature à motiver la résiliation. Or, elle ne le fait pas. Mais même dans ce cas, et c'est le raisonnement que le Conseil d'État va retenir, il n'en reste pas moins que la résiliation du contrat à une date X ne fait pas perdre au titulaire du marché son droit contractuel au paiement des prestations qu'il a exécutées avant cette résiliation. Donc on met fin au contrat, mais durant toute la période où le contrat a existé, il y a bien eu des relations contractuelles et le droit au paiement des prestations fournies était constitué entièrement avant la décision de résiliation. Et quand bien même la résiliation serait-elle prononcée au tort exclusif. Puisque de toute façon, fait remarquer le Conseil d'État, et la Cour aurait pu le relever elle-même, de toute façon, l'affaire n'est pas finie. La commune est condamnée à payer la somme auquel elle avait d'ailleurs été condamnée en première instance, mais elle garde la faculté, bien sûr, de rechercher par ailleurs la responsabilité contractuelle du titulaire si la commune estime que ces prestations se sont révélées inutiles par sa faute. Parce que le raisonnement de la Cour était vicieux et vicié, parce qu'elle dit que ces prestations ont été rendues inutiles par la résiliation. Oui, mais la résiliation est une décision de l'administration. Elle n'était pas inutile en soi. Et donc, il faut d'abord établir que la résiliation était indispensable à prononcer parce qu'il y avait réellement des fautes, etc. Et alors là, il pourrait revenir une bonus dans ce qui concerne les prestations qu'elle devait payer. Nous avons notre décision qui est assez technique sur le plan procédural et qui est assez choquante. De surcroît, on a envie de dire qu'il ne faut pas trop pousser la mémé dans les orties parce qu'elle pourrait se piquer. C'est une décision du 31 janvier 2025, Société Airbus. Cette décision se situe dans un courant jurisprudentiel qui remonte maintenant à au moins 30 ans, qui consiste à donner au juge administratif, en procédure administrative, des pouvoirs expédients particulièrement forts pour exercer une espèce de, je ne dis même pas de police de l'audience, mais de police des recours. Avait été instituée à un moment donné une redevance appelée contribution au service public de l'électricité, qui a suscité un contentieux colossal, ne serait-ce que parce qu'elle était contraire au droit de l'Union et qu'elle sera d'ailleurs annulée. Donc, dans un litige relatif à la contribution au service public de l'électricité, le président du tribunal administratif de Paris a écrit à la société Erdis, qui est donc la demanderesse dans la présente affaire, des choses. Premièrement, il lui a demandé de confirmer ses conclusions dans la mesure où, c'est le président du tribunal administratif qui parle, dans la mesure où il s'interrogeait sur l'intérêt que conservait la requête de la société Erdis
Parce que, à la suite donc, de cette calamiteuse création de la contribution au service public de l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie a créé une plateforme de transaction qui consiste à rembourser une certaine portion de la contribution. Et ça, c'est un véritable programme qu'a établi la CRE, la Commission de régulation de l'électricité, un véritable programme de remboursement de la contribution au service public de l'électricité. Et deuxièmement, le président écrivait à la société Airbus qu'à défaut de réception de cette confirmation du maintien de ces conclusions dans le délai d'un mois, la société serait réputée s'être désistée de ces conclusions. C'est l'application pure et simple de l'article R 612-5-1 du Code de justice administrative. Puis, quelques semaines plus tard, ayant estimé que cette société n'avait pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai fixé d'un mois, il a par ordonnance donné acte du désistement de cette société, laquelle a interjeté appel de cette ordonnance et la présidente de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du premier juge. Donc la société Airbus se pourvoit en cassation contre ce rejet. Il faut d'abord rappeler le texte de l'article R 612-5-1 du Code de justice administrative. L'article est ainsi libellé. Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou de la chambre chargée de l'instruction peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vous remarquerez donc qu'il y a une anomalie dans cet article, c'est que si le président écrit, prenons une personne qui a pris trois conclusions, trois chefs de demande dans ses conclusions, et que le président interroge la partie pour savoir si elle maintient le premier chef. Il ne parle pas des deux autres chefs. Et qu'ils lui disent, si dans un mois je n'ai pas de réponse, c'est terminé. Et qu'il n'a pas de réponse sur ce point dans le délai d'un mois, le désistement vaut pour les deux autres chefs sur lesquels il n'a pas été interrogé par le président de la juridiction. C'est quand même déjà un peu roche. Et ici, mais ce n'est pas la première fois que le Conseil d'État le dit, par une auto-restriction de ses pouvoirs, un self-restraint si on veut, le Conseil d'État rappelle qu'il ne peut pas remettre en cause l'appréciation du magistrat dans l'exercice de ses pouvoirs en la matière, sauf s'il estime qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par ces dispositions. Il n'a pas d'autre voie de contrôle que l'usage abusif. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi le Conseil d'État a-t-il, alors qu'il aurait pu exercer, à mon avis, un contrôle plein et entier sur l'ordonnance, ce n'est pas le cas. Alors, en l'espèce, c'est là que le nœud se tend à un point qui est quand même choquant. La société Airbus faisait valoir en défense que dans le délai d'un mois, imparti par la demande de confirmation de ses conclusions, qui lui avait été notifiée, un cabinet d'avocats s'était constitué pour défendre ses intérêts et en avait avisé la juridiction avant le terme de ce délai d'un mois. Le Conseil d'État rejette le motif en disant que la désignation, l'information donnée au juge de la désignation d'un défenseur dans cette affaire, je cite, parce qu'il faut l'écrire, ne serait être regardée comme la confirmation expresse de l'intention de maintenir des
ses conclusions au sens et pour l'application des dispositions donc, de R612-5-1 du Code de justice administrative. Et donc, la présidente de la seconde chambre de la Cour administrative d'appel ne s'est pas méprise sur la portée de cette pièce et n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que la demande adressée à la requérante par le président du tribunal administratif de Paris n'avait pas été suivie dans le délai imparti d'une réponse comportant le maintien de ses conclusions. Cette solution me paraît très critiquable car, tout bêtement, elle est dépourvue de tout bon sens. Voilà une partie qui est en procès devant une juridiction, le tribunal administratif de Paris, à qui on dit, compte tenu de la création d'une plateforme pour régler ce problème en vue de faire des transactions, etc., êtes-vous certain de vouloir maintenir vos conclusions? Je vous demande de me répondre expressément avant la fin du mois qui suit. Et qui reçoit le dit tribunal un courrier, un cabinet d'avocats, qui dit « Je me suis constitué pour monsieur Untel dans l'affaire, et cette affaire-là, puisqu'il n'y a pas d'autre affaire. » Donc, on voit mal comment il pourrait se constituer pour autre chose que ça, puisque c'est la réponse à la question du tribunal. Et c'est d'autant plus... alors, il faudrait imaginer l'absurdité d'une société qui constituera avocat par une affaire indéterminée. Ça n'existe pas. La solution est d'autant plus choquante que le désistement en question est un désistement d'action et pas un désistement d'instance. Or, je rappelle une distinction procédurale qui est capitale, que si le désistement d'instance n'emporte que renonciation à l'instance en cours et n'exclut pas la réouverture d'une instance, pour autant qu'on soit dans les délais, etc., dans les délais d'agir, en revanche, le désistement d'action emporte renonciation à l'exercice du droit substantiel qui est l'objet même de la demande. C'est d'ailleurs une solution d'autant plus étrange que, autrefois, le désistement, lorsque la partie déclarait se désister, le Conseil d'État disait que ce désistement était toujours présumé être un désistement d'action et pas un désistement d'instance. Et puis la jurisprudence a inversé de manière généreuse et peut-être plus normale les choses en disant non, la personne qui se désiste et qui ne précise pas la portée d'instance ou d'action de son désistement est censée s'être désisté simplement d'instance et pas d'action. Là, j'avoue que la solution me paraît d'une sévérité excessive. Je ne suis pas sûr que la Cour européenne des droits de l'homme irait dans le même sens que le juge administratif. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, je vous signale, en passant parmi les brèves que je vous ai mises, peut-être ça vous donnera le temps de mûrir quelques questions auxquelles je serais ravi de pouvoir répondre. Je signale une décision du 29 janvier 2025, bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de Rennes et Ordre des avocats du barreau de Rennes et autres, en ce qui concerne le droit de visite reconnu aux bâtonniers par l'article 719 du Code de procédure pénale. Le Code de procédure pénale, dans son article 719, fixe le régime du droit de visite, notamment des bâtonniers, au lieu de privation de liberté. Et le Conseil d'État considère que le moyen tiré de s'il porte atteinte au principe d'égalité devant la loi ainsi qu'à la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution et affecte ainsi le principe de sauvegarde de la dignité humaine, un article qui n'inclut pas dans la liste des lieux
que le bâtonnier peut visiter ceux qui sont situés dans les tribunaux judiciaires et les cours d'appel qu'on appelle les geôles et le dépôt. Le Conseil d'État y voit un moyen sérieux et renvoie la question prioritaire de constitutionnalité. On peut penser en effet que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel annulera la disposition de l'article 719 en tant qu'elle ne comprend pas ces lieux dits geôles et dépôts. Je pense personnellement que ça tient tout simplement à cette erreur classique. En cas d'évolution législative, on introduit un cas, mais on oublie les cas similaires qui existent ou qui n'existent pas encore. Alors là, et du coup, c'est plutôt une malfaçon rédactionnelle qu'une intention malveillante de la part des pouvoirs publics. Alors, en matière aussi d'urbanisme, je voudrais signaler, puisque c'est à la fois urbanisme et domaine public, un arrêt du 5 février 2025, Association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et les Amis de la Moutonne pour le cadre de vie à la Crau. Excusez la longueur de la dénomination du demandeur. Alors ça se passe à Port-Cros. Des arrêtés préfectoraux autorisent l'occupation temporaire du domaine public maritime le long du littoral de la commune de Hyères. Et cette autorisation, elle est accordée au profit d'un établissement public, l'établissement public du parc national de Port-Cros. Autorisation qui est accordée au parc de Port-Cros pour créer une zone de mouillage et d'équipement léger. Répondant aux critiques de ces arrêtés préfectoraux par le demandeur, le Conseil d'État considère qu'une telle autorisation d'occupation temporaire n'est pas soumise à l'exigence de publicité de l'article L 2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques. Elle n'est pas soumise non plus, une telle autorisation, à une procédure de sélection préalable qui présenterait toutes les garanties d'impartialité et de transparence, parce qu'en l'espèce, dit le Conseil d'État, le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l'autorité étatique compétente. On comprend le raisonnement, ça ressemble beaucoup à la théorie des contrats maison ou des contrats in-house, l'autorité publique contractant avec elle-même, quasiment, disons, eh bien, n'est pas soumise à une mise en concurrence prévue par les textes. Je peux citer aussi, concernant les actes administratifs, et notamment la communication des documents administratifs, une affaire relative à l'élection présidentielle. C'est un arrêt, M. Abbé, important parce qu'il sera publié, recueil Le Bon, du 7 février 2025, l'arrêt numéro 474-032. La Commission nationale des comptes, la Commission nationale du contrôle de l'élection présidentielle intervient à divers titres pour assurer en gros le bon déroulement de l'élection présidentielle. Et en particulier, elle a le droit d'intervenir pour mettre fin à une situation dont elle estime qu'elle est de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats. Qu'il s'agisse soit de documents qu'elle a reçus en provenance de tiers, il y a beaucoup de dénonciations devant cette commission, et comme ce fut le cas d'ailleurs dans l'affaire Marine Le Pen, qui est le résultat d'une dénonciation par un particulier, qui a contraint les autorités bruxelloises à enclencher la procédure qui a eu le résultat que l'on sait. Et soit
qu'il s'agisse de documents qu'elle a produits elle-même par ses recherches, réflexions, contrôles ou autres. Et la question qui se posait était de savoir si ces documents parvenus à sa connaissance et sur lesquels elle a travaillé ou qu'elle a fabriqués elle-même ont la nature de documents administratifs communicables ou pas. Et le Conseil d'État estime que ces documents sont produits dans l'exercice de sa mission de service public, la bonne qualité du déroulement de l'élection présidentielle étant un service public. Dès lors, dit le Conseil d'État, et le raisonnement est assez intéressant, dès lors, dit le Conseil d'État, quand bien même les faits auxquels se rapporte cette procédure seraient susceptibles de constituer des infractions pénales ou pourraient venir au soutien des motifs de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection présidentielle, de tels documents ne revêtent pas un caractère juridictionnel. Ils constituent ainsi des documents administratifs entrant, et évidemment là il y a l'incise classique, virgule, à défaut de dispositions législatives particulières, dans le champ d'application des dispositions du Code des relations entre le public et l'administration. Ils sont donc communicables. Il faut savoir que quand vous trouvez dans un arrêt du Conseil d'État l'incise entre deux virgules, à défaut de dispositions législatives particulières, ça veut dire que le Conseil d'État fait reproche au législateur n'avoir rien dit sur le sujet, et qu'il pense que le législateur devrait décider le contraire de ce que lui juge, lui est obligé de juger dans le silence des textes, parce qu'effectivement, les faits qui peuvent donner lieu à une sanction pénale, je ne sais pas s'ils sont communicables, etc. Également, il faut citer aussi un autre arrêt qui peut vous surprendre, c'est que l'autorité nationale des jeux et des paris, qui approuve ou n'approuve pas les programmes que les entreprises de paris et d'organisation de jeux en ligne lui soumettent pour autorisation, eh bien, je parle évidemment des détenteurs de droits exclusifs, eh bien, ces décisions n'ont pas à être motivées. Là aussi, décision du 11 février 2025, Société la Française des Jeux, ça paraît quand même si loin qu'on puisse en effet admettre le pouvoir de police administrative sur l'organisation des Jeux et paris, parce que c'est en effet une question qu'il faut surveiller de près, de temps qu'elle permet le blanchiment de l'argent sale, etc., quand même exiger que l'autorité des jeux motive les décisions pour lesquelles elle refuserait, par exemple, un programme de jeu, un nouveau programme de jeu. Voilà ce que... il y a d'autres décisions. Si quelqu'un pense que... il y a d'autres questions qui proviennent. Je signale, parce que je sais que parmi vous, il y a des avocats, que je vous ai joint 2 décisions concernant les avocats. Alors, que sur la robe de façon directe et sur la robe de façon indirecte. La robe de façon directe a été contestée, l'obligation du port de la robe par les avocats, par un arrêt syndicat des avocats de France du 3 mars 2025. Et le Conseil d'État estime que l'obligation du port de la robe est tout à fait légale, ne porte atteinte à rien, et je trouve que la rédaction de l'arrêt sur ce point est assez bienvenue. Le Conseil d'État dit « L'obligation légale pour les avocats qui ont la qualité d'auxiliaires de justice et apportent un concours régulier et indispensable au service public de la justice de porter la robe dans leur fonction judiciaire a pour objectif d'identifier ces derniers par un costume qui leur est propre et d'éviter, par l'uniformité de ce costume commun à l'ensemble de la profession, qu'ils n'affichent
par leur appartenance de préférences personnelles sans rapport avec la défense des intérêts de leurs clients. En outre, le port d'un costume uniforme contribue à assurer l'égalité des avocats et à travers celle-ci l'égalité des justiciables qui est une condition nécessaire du droit à un procès équitable. Cette obligation qui emporte l'interdiction du port de signes distinctifs avec la robe poursuit dès lors un but légitime et il est proportionné à ce but. Donc il ne contrevient ni à la déclaration de 89, ni à la Convention européenne des droits de l'homme, ni même, parce qu'il avait été invoqué en l'espèce, au pacte international des droits civils et politiques. Ça, c'est pour la robe envisagée directement, si je puis dire. Et puis, la robe envisagée indirectement, dans une affaire fiscale, l'administration avait refusé la présence d'un avocat au motif que celui-ci n'était pas muni d'un mandat à l'effet de défendre le client, un mandat ad litem, comme on ne dit plus. La Cour administrative d'appel a annulé le refus de l'administration fiscale d'admettre la présence de l'avocat et la Cour administrative d'appel rappelle le principe que l'avocat est cru sur sa robe, selon la formule classique, et elle rappelle que les avocats ont qualité de représenter leurs clients devant l'administration fiscale sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ce dernier dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. C'est donc l'application de l'adage que l'avocat est cru sur sa robe. Voilà quelques observations que je n'avais pas prévu de faire, mais que j'ajoute afin de compléter votre information. Regardons si vous avez des... Donc, je vous rappelle les deux informations données en début de notre rencontre. La première sur le webinaire qui va porter l'enregistrement de ce qui vient d'être dit et qui va le laisser 120 jours sur le site. Et deuxièmement, notre prochaine rencontre le 4 juillet prochain